Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette journée va être belle pour vous et ensoleillée dans la mesure où nous sommes le 7 novembre et qu'il est nous fêtons la Sainte Carine, donc bonne fête à toutes les Carines et toutes les Carènes de toutes les déclinaisons possibles. Et on se retrouve pour parler de cybersécurité, c'est votre lundi cyber et vous êtes bien sûr pour info. J'espère que vous allez bien, je vois qu'il y a du monde sur YouTube. Je te demande que t'as YouTube. En tout cas, salut Wedgie. Pour tous ceux qui peut-être nous regarderont plus tard sur Twitch, merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis Ouais. La musique est forte. Ah ouais. La musique est forte, tout à fait. C'est pour vous mettre un peu en... Hein, voilà. J'ai une nouvelle installation, j'en profite pour faire... J'ai une nouvelle installation... j'ai mon micro ici, maintenant. Et du coup, normalement, vous devriez m'entendre mieux et sans trop de bruit de clavier. On se retrouve pour parler de l'actualité de la semaine. Et c'est parti. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je quitte ça. Attendez, elles sont où mes slides? Elles sont là. Let's go. C'est parti. Salut, Joute. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler cette semaine? Les titres en quelques minutes. On va parler d'abord de Twitter. Vous savez que Twitter a été racheté par Elon Musk. Quels sont les changements? Et dans la première semaine, dans la semaine qui s'est écoulée, il a annoncé beaucoup de changements. Et on va parler rapidement. Alors bien sûr, ça concerne peut-être pas tout le monde, peut-être que certaines personnes s'en fichent de Twitter, mais je trouve que c'est intéressant d'un point de vue de sécurité, de se poser la question qu'est-ce qui va devenir sur Twitter, et puis on peut peut-être parler un peu des alternatives aussi. Notamment, il y a un grand débat, faut-il migrer vers Mastodon qui est une alternative open source à Twitter, et on entend beaucoup de choses sur ce débat, on va y revenir tout à l'heure. On va parler aussi de Raccoon Stealer qui était un ransomware. Il a été le développeur notamment a été arrêté et comment est-ce qu'il a été retrouvé? Eh ben, c'est très simple. En fait, il est ukrainien, donc les activités de Raccoon Stealer se sont arrêtées d'un coup parce que la majorité du groupe est russe et l'autre majorité et il y avait ce développeur ukrainien. Vous savez que les Russes et les Ukrainiens sont deux peuples qui ont énormément de liens, en tout cas qu'il y en avait énormément avant la guerre. Et il est parti d'Ukraine, il a fui, et notamment sa copine a publié sur Instagram une photo de lui sur une place aux Pays-Bas. Et lorsque vous êtes sous mandat d'arrêt international, c'est jamais trop une bonne idée de publier des choses sur Instagram. Voilà. Donc il a été retrouvé et arrêté grâce à sa copine. Ensuite, on va parler un peu de la Russie, du rôle de la Russie dans les ransomware, du sommet qui se tient aux États-Unis sur les ransomware. On va ensuite parler de la Russie qui cherche à se passer de Microsoft. Et c'est intéressant, ça peut nous faire nous intéresser à plusieurs niveaux. On va parler aussi, dans les termes de fuite de données, il n'y a pas grand chose cette semaine. Je voulais juste vous parler d'une potentielle fuite de données qui a été repérée via urlscan.io. Et en fait, urlscan.io, c'est une API qui est très utilisée par des solutions de sécurité. Et en fait, peut-être que vos solutions de sécurité, elles envoient à cette API tous les URL qui ont des liens dans l'URL. Par exemple, des URL de réinitialisation de mot de passe. Généralement, ce qui se passe, c'est que vous allez sur une URL, vous cliquez sur un lien, et dans l'URL, il y a un jeton unique qui vous authentifie. Et si votre entreprise utilise des produits de sécurité, c'est très bien, mais si elle scanne automatiquement via urlscan.io, et bah potentiellement,
tous vos liens de réinitialisation de mot de passe ont fuité vers ce site et sont accessibles publiquement. Sur le reste des news, on a beaucoup de choses à dire ce matin. On va passer rapidement sur certains trucs. N'hésitez pas à me dire ce qui vous intéresse plus ou moins, parce que comme ça, on va pouvoir passer plus ou moins de temps sur certaines choses. Le reste des news, disais-je. Thales a-t-il été piraté par Logbit? C'est une grande nouvelle de la semaine, et on va voir ce qu'il en est. Thales, une entreprise de défense française, dont les implications seraient catastrophiques si elle avait été piratée par un opérateur de ransomware qu'on soupçonne russe. On va parler aussi de Yanliuang, qui est un groupe de ransomware qu'on pensait chinois. Et en fait, leur chat a fuité, et ils sont... Roulement de tambour. Ils sont russes. Ils sont russes. Enfin, on va parler de Opérateur, un groupe d'attaquants francophones qui cible l'Afrique. Et qui est assez sophistiqué. On va en parler. C'est toujours intéressant de voir quand Cocorico, la France, en tout cas la francophonie est représentée dans le groupe des attaquants. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur eux? Comment ils opèrent? Est-ce que c'est des petits arnaqueurs? Est-ce que c'est vraiment des groupes d'attaquants sophistiqués? C'est ce qu'on va voir. Enfin, on va parler d'une campagne d'attaque sur le gestionnaire paquets Python, qui s'appelle Pipey. C'est un gestionnaire qui est si jamais vous avez utilisé un tout petit peu Python, en fait, vous l'avez forcément utilisé. Et donc, on va voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'on peut faire des attaques sur ces gestionnaires de paquets, et donc des attaques par supply chain. Enfin, on va faire le point sur la vulnérabilité OpenSSL et parler d'une petite vulnérabilité sur Next.js. Voilà, ça fait un énorme programme. Salut à tous ceux que je n'ai pas salués. Salut Sarumanlord, salut Bind. Ça fait un gros programme. Mais on va parler de tout. Donc n'hésitez pas à me dire dans le chat ce dont vous voulez parler. Sans plus attendre. Yop. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ok, let's go. Je vais y arriver. On avait dit qu'on parlait de Twitter et d'Elon Musk pour commencer. Alors j'ai un petit article de Numérama qui est toujours une source très sûre, que je vous propose de consulter. Alors, cet article nous dit, on va pas le lire, encore une fois, on va pas le lire en détail, mais ce qu'on sait, c'est que Elon Musk a remercié environ 50% des effectifs. Mon temps chez Twitter est terminé, témoigne Arnaud Weber, ancien vice-président du département ingénierie au sein du réseau social. Elon Musk a racheté Twitter, il a fait donc une restructuration, c'était attendu, 50% des employés ont été virés, ce qui représente quelques milliers de personnes. Voilà, avant l'arrivée de Musk, Twitter c'était 7500 personnes. Il y a Tony Heil qui nous résume tous ces témoignages, il dit « C'est un jour étrange, les gens... peu importe de quel côté des 50% ils sont, ne savent pas s'ils doivent être écœurés ou reconnaissants. Je sais que je suis honoré d'avoir passé du temps avec des personnes incroyables, qui ont montré beaucoup de bienveillance les unes envers les autres. Shannon Rashsingh, qui travaille aux ressources humaines, partage la même fierté quand Michelle Austin se dit, elle, dévastée et dans le déni. Elle ou lui, pardon. Certains disent, ça va être la merde. Alors moi, j'ai pas besoin de me censurer. Elon Musk n'a pas pris beaucoup de pincettes. Et oui. Et certains employés ont pris conscience de leur sort avant de recevoir le mail le vendredi matin, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu leurs accès au SI, ce qui est la pire manière de découvrir que vous êtes
que vous êtes viré, c'est vous vous connectez le matin, vous vous dites bon bah j'ai regardé mes mails, et là vous n'avez plus accès à vos mails, et vous vous dites tiens. Voilà, et ces gens-là ont tweeté. Ont tweeté évidemment, vu qu'ils sont salariés de Twitter. Donc... Elon Musk a dit, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça? Elon Musk a dit, concernant la réduction d'effectifs de Twitter, malheureusement il n'y a pas le choix quand une entreprise perd 4 millions de dollars par jour. Bon prince, il rappelle que toutes les personnes licenciées repartiront avec 3 mois d'indemnité, 50% de plus que ce que la loi prévoit. Big up à lui, et à la loi américaine qui prévoit pas, peut-être pas beaucoup. Selon les informations de The Verge, certains secteurs de l'entreprise sont plus touchés que d'autres. Et oui, et c'est ça qui nous intéresse, nous, d'un point de vue de cybersécurité. Modération, communication, curation des tweets, intelligence artificielle, analyse des données, recherche, machine learning, innovation sociale, accessibilité et certaines équipes purement techniques. Les rescapés, amputés de plusieurs collègues d'un coup, s'attendent à vivre des jours sombres et craignent le pire pour le maintien des infrastructures. Et c'est là où quelqu'un dit « ça va être la merde ». Sur la question de la modération et d'une potentielle augmentation des messages insuffisamment censurés, Elon Musk rassure, pour être tout à fait transparent, l'engagement de Twitter sur la modération du contenu demeure inchangé. Alors, c'est là où il ne faut pas être dupe. Quand un dirigeant, tous ceux qui tentent un travail, bam, ouais, grosse ambiance quand t'es en télétravail. Oui, puis il y avait une histoire où il y avait des rumeurs, j'aurais aimé que l'article de Numérama confirme ou pas ça, il y avait des rumeurs comme quoi, en fait, Trump aurait demandé à tout le monde d'imprimer le code qu'ils ont fait sur la dernière semaine, ou sur les 10 derniers jours, pour le relire lui-même. Et évidemment, il va pas relire le code fait par les 7500 personnes. Quand bien même les fanboys de Trump, de Musk, pardon, c'est le matin pour tout le monde, hein. Je reprends du café, attendez. Quand bien même ces fanboys rappellent qu'il était développeur au début, oui, c'est le matin. On peut pas relire le code de tout le monde, et même relire le code d'une personne, c'est impossible quand on n'a pas le contexte. Enfin, il vient d'arriver dans l'entreprise, il sait pas comment fonctionne l'architecture, il sait pas comment... il sait rien, est-ce que c'est le bon langage? Enfin, ça n'a aucun sens. Et une théorie, c'est qu'il aurait trié un peu, sélectionné un peu les employés automatiquement en disant, bon bah c'est simple, ceux qui ont fait le moins de lignes de code. Et c'est un peu une manière assez bête, parce qu'évidemment, c'est pas parce que vous faites plus de lignes de code que votre code est mieux et qu'il fait plus de choses. Au contraire, les meilleurs développeurs font des trucs plus synthétiques, plus clairs. Il paraît que c'est codé en lolcat. Je sais pas si vous connaissez le lolcat. Ça fait tout à fait plaisir aux yeux. Alors, voilà. Donc vous commencez toujours votre code en lolcat par hi. Et puis vous finissez toujours par ok thanks bye. Et le truc c'est du point lol. Pour mettre un commentaire, c'est by the way. Enfin, il y a rien qui va dans ce... c'est vraiment un truc complètement pour le même. Donc pour les variables, I has a var. Bref. C'est un langage très épanouissant, je pense, quand on code là-dedans. On disait. Moi, ça qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est de se poser la question, quand Elon Musk dit que Trump est... Twitter, décidément. Je reprends du café. J'ai pas très bien dormi.
quand Musk dit que Twitter va être toujours autant concerné, va prendre toujours autant au sérieux la modération, alors que la moitié des gens ont été virés, évidemment, il faut séparer l'annonce du dirigeant de la réalité du terrain. Et je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas un instant. Dans le mail reçu par celles et ceux qui restent, on peut dire que Trump partagera très bientôt sa vision pour l'entreprise. On va cliquer là-dessus. Parce que j'adore Numérama. J'adore. Dans 20 ou 30 ans, il y en aura toujours. Ouais, ça m'a l'air très... Cet article m'a l'air bien hypothétique. Beaucoup de suppositions. Ouais, ils vont faire une super application, mais il y a déjà... On avait dit dans la vidéo sur WhatsApp que ouais, c'était le but de WhatsApp. Donc, je résume ce qu'on a dit sur Twitter. Trump arrive. Lapsus. Je suis désolé, il va falloir que je... Parce qu'en plus, c'est midterm cette semaine, donc évidemment, c'est... Et pourquoi je parle de Trump? Je vais essayer de retomber sur mes pieds. Subtilement. Musk arrive, il vire la moitié des gens. Donc forcément, la modération, à minima, dans les prochains mois, ça va être le bordel complet sur Twitter. Il lance son histoire de... j'essaie de vous trouver ça c'était un peu plus d'un point de vue informatique, on va pas le lire parce qu'on va accélérer un petit peu. Mais il lance son histoire du compte vérifié à 8$ par mois. Sauf que qu'est-ce que c'est un compte vérifié? Qu'est-ce que ça voulait dire avant? Ça voulait dire que c'est un compte sur lequel le nom que vous affichez est ou bien le nom de votre personne morale, le nom de votre entreprise, etc. Et vous l'avez prouvé avec des documents. Vous avez envoyé à Twitter des documents officiels. Vous avez prouvé que c'est bien vous derrière le compte et que c'est bien vous qui avez ce document officiel qui prouve que vous êtes bien l'entreprise. J'en sais rien, moi, si Starbucks a un compte Twitter, vous pouvez prouver que vous êtes bien l'entreprise Starbucks. Pareil, si moi, demain, ou plutôt 6 mois avant-hier, j'étais certifié, ça veut dire que j'ai bien envoyé ma carte d'identité, que Twitter sait que je suis bien Robin Dumaret, et personne d'autre. Là, avec le compte certifié à 8$, en fait, il n'y aura pas cette idée de vérifier votre identité. Et ça, c'est quand même quelque chose de très impactant. C'est quand même quelque chose qui est assez important. Ça veut dire que n'importe qui peut se faire passer pour n'importe qui. Et vous voyez que là, si je vais sur Twitter... Regardez, on va faire une petite expérience sociale. Alors attention, c'est mon Twitter. Je cherche Elon Musk. Je cherche personne. Alors, on a un Elon Musk, 2 Elon Musk, 3 Elon Musk. On a... Alors, ce qui serait intéressant, ce serait de filtrer par ceux qui sont certifiés. On a un Elon Musk ici. On a... Ça, c'est humoristique. Ça aussi... C'est... Bon, bah, mon expérience n'est pas si probante que ça. Parce que juste après qu'il ait lancé son truc certifié à 8$, et ben, en fait, tout le monde pouvait se faire passer pour lui, pour Elon Musk. Et évidemment, c'est pas en virant la moitié des joueurs de l'équipe de modération que tu vas trouver tous les faux comptes. Donc ça pose des questions pour la sécurité des utilisateurs de Twitter. Et évidemment, c'est un choix qui est très critiqué, parce que si ça pose la question pour la sécurité des utilisateurs, ça pose la question pour les gens qui vont faire des pubs. Donc évidemment, en termes de revenus, est-ce que c'est le bon plan? Est-ce que c'est le bon move? Je ne sais pas. Et puis évidemment, vous avez remarqué quand même que dans les gens qui ont été virés, c'est quand même beaucoup des gens qui s'occupent de la question, est-ce que Twitter est utile pour notre société? Et c'est pour ça que je voulais vous partager cet article de Libération. Je ne sais pas si on a le droit à l'article en totalité. Qui dit, voilà, un peu plus d'une semaine après le rachat du réseau social par le milliardaire, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies a publié une lettre ouverte. Il demande à Musk,
Oh là là, mais même quand c'est lu... Il demande à Musk de respecter les 6 principes fondamentaux, dans lesquels la liberté d'expression, la protection de la vie privée et la garantie de la transparence. Et le respect des droits humains partagés devrait devenir lieu de garde-fou. Les informations selon lesquelles Elon Musk a limogé toute l'équipe de Twitter dédiée aux droits de l'homme ne sont pas, de mon point de vue, un début encourageant. Je ne crois pas non plus. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est une information qui concerne tout le monde. Et en plus, pourquoi j'arrête pas de l'appeler Trump aussi, c'est que cette semaine, c'est les élections des midterms aux États-Unis, et que certains, ils pourraient voir une stratégie. Salut Grédark. Certains, ils pourraient voir une stratégie pour faire en sorte que Twitter soit pendant ces prochaines semaines un peu un Far West, qu'il y ait plein de désinformation, qu'il y ait plein de fake news. Ouais, t'es arrivé en retard. Tu viendras me voir à la fin et t'auras un mot dans ton cahier. On peut y voir une stratégie pour que ce soit un peu un espèce de Far West, plein de fake news dans les prochains jours. Et est-ce que ça ne favoriserait pas certaines personnes, certains candidats plutôt que d'autres? Est-ce que on sait que Musk est relativement proche, si ce n'est conciliant avec Trump? Est-ce que c'est pas quelque chose de nature à soutenir Trump? Voilà. On peut faire beaucoup de suppositions. On va pas trop se lancer là-dedans, mais en tout cas, clairement, lui, il a un plan en tête. On a vu un article qui disait il veut faire une sorte de truc à la WeChat, donc une sorte de super application où dans l'application vous pouvez faire payer des choses, faire vous inscrire des gens, vous pouvez scanner des QR codes et interagir avec des petits mini-programmes. Ce que fait WeChat. On peut y voir aussi une manière de déstabiliser l'idée de Twitter de la modération, qui est, attention, on le signale lorsque vous êtes un truc d'un État, lorsque vous êtes l'organe de presse du Kremlin ou de Pékin, on vous met un petit truc, ou même Emmanuel Macron, quand il tweet, il y a marqué, je sais pas quoi, officiel du gouvernement français. Et on sait que Musk a dit qu'il était venu pour établir la liberté d'expression, et la liberté d'expression, c'est un concept très particulier. Enfin, disons, en France, on a la liberté d'expression, et lui, il parle plutôt de free speech. Et les deux, c'est pas la même chose. Il y a une différence fondamentale. La liberté d'expression, c'est une liberté qui s'exerce dans le cadre de la loi. Donc, la liberté d'expression, c'est que vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez, qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous voulez, mais vous pouvez être condamné pour. Si c'est un appel à la haine, et si c'est voilà, des incitations à la violence, de la diffamation, tout ça, il y a des lois. Free speech, c'est un peu l'idée, ouais, tout le monde dit ce qu'on veut, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup utilisé ces derniers temps par la droite américaine. Un peu en mode free speech, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait des gens qui m'écoutent. Bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, on sait que Musk est arrivé à Twitter pour ça. Donc c'est pour ça que c'est très important. Potentiellement, on a vu qu'il y a beaucoup de fake news via Donald Trump. En fait, si on libère un peu les règles de la modération sur Twitter, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines? Est-ce qu'on risque pas d'avoir un autre 6 janvier 2020 Qu'est-ce qui va se passer? Quelles sont la nature des informations qui vont être échangées? Est-ce que Twitter va faire autant attention aux campagnes de désinformation étrangères? On verra bien. On passe à la suite. Si ça vous va. Ah oui, non. Petit point sur Mastodon. Hop. Petit point sur Mastodon. Du coup, en définitive, pardon. Beaucoup de gens se sont mis à parler de migrer de Twitter à Mastodon. C'est le mème de la semaine. En fait, j'avais trouvé des super mèmes, mais je vous avoue, je les ai pas retrouvés hier soir. Lui, il est un peu vraiment pas beaucoup d'efforts.
Bah, le mème s'explique lui-même, hein. C'est qu'à le dire. Lorsque vous êtes sur Twitter, si vous cherchez un endroit qui ressemble à Twitter mais qui est différent, et ben vous avez Mastodon. Mais alors, Mastodon, qu'est-ce que c'est? Mastodon, qu'est-ce que c'est? On a vu beaucoup de mèmes de ce genre-là sur Twitter. Mastodon, c'est comme Twitter, sauf que vous n'avez pas un site qui gère tout. C'est open source, et en fait, tout le monde est libre de créer sa propre instance. Et donc, lorsque vous êtes sur une instance, eh bien, c'est à vous de modérer. Donc, en fait, les règles de la modération dépendent des instances. Les règles pour s'inscrire sur l'instance dépendent de l'instance. Et potentiellement, ça peut être assez compliqué. Il y a des instances très simples, il y a des instances très compliquées. J'ai vu à la fois des gens dire « Waouh, ça m'a pris 2 secondes ». J'ai vu à la fois des gens dire « J'ai rien compris ». En fait, il y a un seul truc à comprendre. Moi, je vous recommande. Moi, je trouve ça très cool, Mastodon. Je suis dessus depuis un certain temps. Je suis pas très actif. Mais en fait, c'est très modulable. Comme c'est du logiciel libre. En fait, déjà, vous pouvez vous regrouper dans des instances qui ont les mêmes centres d'intérêt. Par exemple, il y a une instance dédiée à la cybersécurité, une instance dédiée à la communication scientifique, plein de choses. Vous pouvez même vous faire votre propre instance vous-même, qui s'appelle Pleroma. Et puis il y a plein de fonctionnalités assez fun. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est pas comme Twitter où il y a une plateforme et tout le monde va dessus, c'est plutôt comme les serveurs mail, où chaque regroupement de gens a sa plateforme, vous choisissez votre plateforme, et il y a des gens qui disent oui, mais attention, les administrateurs de Mastodon, ils peuvent voir votre mot de passe, ils peuvent voir vos messages privés. Oui, mais en fait, c'est ça pour tous les sites, de manière générale. C'était le cas sur Twitter aussi. Et en fait, moi, je trouve ça... bien sûr, il faut bien choisir son instance, mais moi, je trouve ça super positif de se dire, bah, c'est de nouveau à moi de choisir à qui exactement je fais confiance pour héberger mes données. Et si je n'ai confiance en personne, je suis libre de refaire moi-même une instance. Et ça, je trouve ça quelque chose d'incroyablement positif. En fait, si Mastodon pouvait prendre un peu de puissance dans les mois qui viennent, moi je trouve ça super bien parce que c'est peut-être effectivement un peu moins simple d'utilisation que Twitter, mais en fait, enfin, faut pas non plus... oui, il y a un moment, si on veut se poser ces questions de souveraineté, de gouvernance de Twitter, il va falloir que nous aussi on mette un peu de nous-mêmes pour apprendre à utiliser, à comprendre Mastodon, et juste à penser que, bah, en fait, c'est pas une plateforme, c'est plein d'instances qui communiquent les unes avec les autres. Mais je pense que ça vaut le coup. Dernier petit mème, parce que c'était le seul marrant que j'ai retrouvé. Ouais, bon. Je sais pas, comment on monte des mèmes comme ça, je vais pas les commencer. Voilà pour cette actualité. Si, non, on va reprendre les actualités. On parlait de quoi? Raccoon Stealer. Mais en fait, je vous ai tout raconté. Raccoon Stealer a été arrêté. Il est où, Raccoon Stealer? J'ai préparé plein de trucs. Il est là. Mark Sokolowski, un Ukrainien qui est collaborateur connu de Raccoon Stealer, a été arrêté aux Pays-Bas en mars 2022 avec l'aide de sa copine. En fait, la copine a mis plein de choses sur Instagram et c'est notamment à cause de cette photo qu'on a su qu'ils étaient aux Pays-Bas. Vous savez qu'il y a des championnats de GeoGuessr, vous avez forcément entendu parler de ce jeu. Et bah, en fait, si vous êtes bon à GeoGuessr, vous n'avez pas besoin de grand chose pour retrouver où est la photo. Voilà. Et c'est vrai qu'on le reconnaît assez bien d'ailleurs. J'avais vu une autre photo de lui avec. Il y a peut-être. Ouais, ah, il est là. Hop. On le reconnaît quand même assez bien. Voilà, donc faites gaffe. Si vous êtes petit conseil à ceux qui sont recherchés par Interpol, quoi. La suite, c'est le sommet contre les ransomware. On va passer rapidement. C'était un article de Numérama. Les criminels russes peuvent être tranquilles. Moscou ne les arrêtera jamais. On le savait. On a lu la dernière fois une interview avec un opérateur de ransomware. C'était très marrant.
Mm. Mais, est-ce que la Russie cherche à faire respecter les règles internationales en termes de ransomware? La Maison-Blanche a lancé un sommet international fin octobre 2022 sur les ransomware, avec une trentaine de pays. Ils considèrent que c'est une véritable épidémie cyber. On le savait, hein, il y a Guillaume Poupard dans les Assises, je pense que c'était il y a 2 ans, qui avait dit qu'il y avait 2 pandémies en 2020, il y avait les ransomware et le Covid. Il y a eu l'estimation comme quoi c'est 20 milliards de dollars, c'est l'équivalent au marché mondial de la musique, ce qui est énorme. Énorme. Pardon. Si les discussions à Washington tournent autour de la coopération contre les gangs, les enquêtes communes, il manque un pays qui est la Russie. Et 75% des origines avaient un lien avec la Russie. Channel Asis avait déjà publié une statistique qui disait que 74% de l'argent, tout l'argent gagné par des ransomware, a terminé entre des mains russes. Voilà. Oui, ça c'était le leader du groupe Evil Corp, voilà, c'est en dessous. Avec sa fameuse Lamborghini, tous les analystes en cybersécurité avaient dit, mais si tu te fais autant d'argent avec du ransomware, pourquoi t'achètes une Lamborghini et tu fais cette peinture? Voilà, on pose des vraies questions dans cette matinale. Voilà. La Russie, en gros, je vous résume le truc, la Russie n'a jamais condamné qui que ce soit. Et en fait, quand ils l'ont fait une fois contre Reveal. Voilà, là, exactement, une fois contre Reveal, à cause de l'oléoduc qui avait paralysé les États-Unis. Mais je pense que c'était vraiment pour faire le strict minimum pour dire aux US, ouais, c'est bon, on fait quelque chose. C'est pas une déclaration de guerre. Voilà, un peu en mode, non, regardez. En fait, ils font juste. L'idée pour la Russie, ça va être juste de faire suffisamment peu pour que les ransomware continuent, mais juste le strict minimum pour pas qu'on accuse la Russie d'un acte de guerre. Et qu'ils puissent dire non, c'est pas militaire, c'est des gangs qui sont indépendants. D'ailleurs, on les condamne. Regardez, on les condamne. Et en fait, personne vérifie. Je prends la suite des titres. Un petit article, on va pas le lire. La Russie cherche à se passer de Microsoft. Il est où? C'est un article en russe. Voilà. Traduit à la volée par Google Trad, donc les phrases n'ont peut-être aucun sens. Mais je vous mettrai le lien dans les descriptions de la vidéo, évidemment, hein, comme d'hab. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la Russie cherche à se passer de Microsoft, évidemment, parce qu'en fait, si tous vos ordinateurs fonctionnent avec Microsoft, Windows, eh bien, dans l'idée, vous pourriez être ciblé par Microsoft pour récupérer des informations stratégiques. Donc, la Russie, c'est là où la Russie a quand même un train de retard. Parce qu'en fait, si tu n'as pas d'OS souverain, tu ne peux pas avoir d'opération un minimum souveraine. Et donc, ils s'intéressent évidemment à Linux. Ils ont sélectionné 3 systèmes Linux, Astra Linux, AltOS et RedOS. Voilà. Donc, c'est très intéressant, je trouve qu'ils se posent la question en fait. Ça montre que c'est vraiment un asset Microsoft et c'est aussi un asset dans la guerre cyber. Je bois. Quelques fuites de données via urlscan.io. Tout est dans le titre. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai résumé quand je l'ai présenté. Mais je reprends pour ceux qui n'étaient pas là, évidemment. urlscan.io, c'est une API qui scanne des raccourcis, par exemple, dès que vous avez un truc un lien Bitly, par exemple, vous n'avez aucune idée d'où est-ce que ça va vous amener. Et donc l'idée, c'est que... et en France, on est aussi un peu en retard sur les termes d'OS souverain. Bah, on n'a rien non plus, hein. On a comment il s'appelait ClipOS. C'était quoi? Ouais, c'était ça. Le truc de l'ANSI.
mais qui n'est pas un vrai OS. C'est pas un OS bureautique. Ni serveur d'ailleurs. Non, oui, on est un peu en retard. On est encore... En fait, à mon sens, on est bien plus en retard en France, parce que au moins en Russie, il y a une volonté claire d'être souverain pour pouvoir disposer de ses propres capacités stratégiquement. En France, on attend toujours cette volonté. Les administrations l'ont. Guillaume Poupard, vous savez, le répète, il a dit, ça doit être une obsession. Le gouvernement et puis divers... le gouvernement n'a pas l'air très motivé pour faire des choses concrètes. Et c'est étonnant parce que pourtant, on avait fait un live, vous vous souvenez, avec on avait fait un live avec les programmes des différents candidats aux élections présidentielles, et on avait vu qu'il y en avait beaucoup qui parlaient de ça. Il n'y a que les US avec un OS souverain, non, où je loupe un truc, bah oui. Oui et non, la Chine aussi. La Chine utilise une version modifiée de Windows. Donc, est-ce que c'est souverain? C'est pas souverain, mais en tout cas c'est modifié pour leurs besoins, donc on pourrait dire que c'est à demi souverain. C'est juste sous. Voilà. Mais non, ouais, effectivement, il n'y a que les US avec un OS souverain. Et c'est ça qui fait que c'est aussi puissant, c'est qu'ils sont en position de monopole. Mais la Chine utilise un OS modifié. Enfin, c'est Windows modifié. Je continue sur URL scan. Je rebois du café. Du thé. Sinon, j'ai encore utilisé le mot Trump. Sensitive... on ne peut pas lire. Concrètement. Hello Lucille. Bienvenue. Pourquoi est-ce qu'on parle du URL scan? Parce que, concrètement, lorsqu'on vous envoie un lien Bitly, vous n'avez aucune idée de sur quelle page vous allez arriver. Peut-être que vous allez arriver sur Facebook, mais au lieu que ce soit un O, c'est un 0. Peut-être que vous allez arriver sur une page du Darknet qui distribue des virus, ou toutes les choses qui font un peu peur à plein de gens. De manière générale, c'est toujours bien de scanner les URL raccourcis que vous avez. Mais le problème, c'est que souvent dans ces URL raccourcis, vous avez aussi... en fait, à partir du moment où vous installez un outil qui va scanner toutes les URL que vous recevez par mail, tous les liens que vous recevez par mail, et c'est quelque chose de bien, hein, c'est très bien pour les équipes de sécurité, ça permet de voir si quelqu'un reçoit un lien Bitly qui pointe vers une fausse page de connexion Microsoft, bah, clairement c'est une tentative de phishing. Mais le problème c'est que si vous le faites de manière automatique, eh bien URL scan recense les données que vous avez scannées, et potentiellement dans ces données, vous voyez là regardez, tout ça c'est des trucs qui ont été scannés. Et vous voyez là, il y en a un qui a été scanné pour MetaMask. Ouais, bah ça c'est du phishing par exemple, je pense. Enfin, il me semble, ça m'étonnerait que ce soit le vrai nom de MetaMask. Donc, je me suis encore perdu, je suis désolé. Voilà, vous avez des liens comme ça. Typiquement, vous avez des liens comme ça qui sont scannés et qui sont après publics sur urlscan.io. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que parfois, vous avez des URL comme ça. Par exemple, là, sur cette URL, eh bien, ça va sur ce site-là, comme scope. Il n'y a rien de grave, hein, mais derrière, ici, vous avez un identifiant unique. Et cet identifiant, potentiellement, lui, il peut vous authentifier
Par exemple, les liens de réinitialisation de mot de passe, bah, ça marche comme ça. Vous avez un lien qui vous envoie vers le formulaire de réinitialisation de mot de passe, et derrière, il y a tout le lien comme ça, un identifiant que personne n'est censé récupérer. Et en fait, si vous l'envoyez sur URLscan, et bah, potentiellement, quelqu'un peut réinitialiser votre mot de passe à votre place. Je prends le message de Gauthier. Salut Tokan. Tokan. Tu me dis si je prononce bien ton pseudo. Gauthier nous dit, pourquoi avoir un OS souverain alors qu'on peut utiliser une Linux? Bah ouais, c'est un peu la même idée. En fait, avec Linux, déjà, t'es pas souverain. Tu décides pas ce que les gens font. Mais déjà, tu sais ce que tes adversaires ne font pas. Ce qui est déjà énorme. Et c'est vrai que pour les démocraties, en fait, on cherche pas forcément à forcer des gens, à empêcher des gens d'aller sur certains sites, ou à forcer des gens à faire ci ou faire ça. Donc c'est clair que... c'est clair qu'une Linux, c'est largement intéressant pour les démocraties. Merci Tokan. Bienvenue au fait Starbunker. Je sais pas si c'est clair pour cette histoire du URLscan, moi je trouve ça très marrant. Mais tenez, vous voyez là, ça a été... Non, j'ai rien dit. Voilà, on va continuer, hein, parce qu'on a plein de choses à dire. Tiens, regardez ça. Ça fait une action, ça fait quelque chose, et ça nous permet de voir le profil de quelqu'un. Normalement, si tout va bien, on ne devrait pas pouvoir se connecter. Parce que potentiellement, ce sont des données un peu personnelles. Je vais pas faire la manip ici, parce que cas où on peut se connecter, c'est pas très respectueux pour la personne. Ah oui, bonjour. Ok. La suite. La suite de notre programme. Thales, Logbit. J'ai pas d'article que je vous ai préparé sur Thales. Mais en fait, c'est très simple. On va regarder ce qui se dit sur Twitter. Ça, c'est pour me bloquer le truc. Hop, comme ça on va pas le bloquer. Voilà, alors on a un tweet de Cyberveille. N'hésitez pas à le lire, à suivre Cyberveille. Tiens, un article du Telegram, je connais pas le Telegram. La Tribune, France TV Info. Mais France TV Info, ils sont pas très... Tac. Ouais, on va regarder le truc Telegram. Alors, Thales. Donc Thales qui fait de l'armement, c'est un groupe français, donc évidemment beaucoup de choses très stratégiques. Logbit qui a fait l'attaque du centre de Corbeil-Essonnes, dont on a parlé plusieurs fois sur cette matinale. Logbit a revendiqué par une communication sur le Darknet. Wow. Une communication sur le Darknet. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Logbit a un site. C'est des commerçants, hein. Ils ont envie que vous payiez votre rançon. Donc ils ont un site. Et ils ont publié sur le site qu'ils avaient piraté Thales. Est-ce que ça veut vraiment dire qu'ils ont complètement piraté Thales? Pas forcément. En fait, Thales avait déjà été la cible. Et je crois déjà de Logbit d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'était un fournisseur qui avait laissé fuiter des données. Et de Thales, et donc ça permettait de faire fuiter des données de Thales, ce qui est très embêtant, mais pas hyper embêtant. On n'est pas rien à voir avec une attaque par ransomware, comme c'est le cas sur Corbeil-Essonnes. C'est chiant, c'est des données sensibles,
mais c'est pas la cata, quoi. Thales a communiqué, tiens. Nous avons eu connaissance d'une allégation de vol... On voit rien. Attendez un instant. Nous avons eu connaissance d'une allégation de vol de données par Logbit, ciblant des données qui appartiendraient au groupe Thales. À cette date, nous n'avons identifié aucune demande de rançon. Donc on n'est déjà pas sur une opération type ransomware. Une équipe dédiée d'experts en sécurité enquête systématiquement sur ce type de sécurité de situation. Logbit dit qu'ils ont négligé des règles de confidentialité. Donc, probablement, ce qui s'est passé, c'est que c'est un fournisseur de Thales qui s'est fait pirater. Salut Gauthier, bonne nuit. Je ne sais pas où tu es, mais donc bonne nuit. Et bah écoute, profite bien dors bien, et tu as bien de la chance. Ah, voilà. Selon le site spécialisé Zataz. Alors, petit type. Si vous êtes journaliste, Zataz, ce n'est pas un média. Attention. Zataz, c'est un site d'alerte. Donc quand il y a une attaque qui est revendiquée par Zataz, qui est revendiquée quel que soit le contexte, Zataz la partage. Mais eux, leur taf, c'est pas de vérifier. Leur taf premier, c'est d'alerter. Et à ce titre-là, ils partagent tout de suite et ils alertent et ils font beaucoup de bruit dès qu'il y a un truc comme ça. Mais du coup, c'est pas forcément la source d'information la plus fiable. Et vous pouvez toujours relativement facilement vérifier vous-même. Le Telegram, Darknet, le Telegram définit Darknet comme une partie d'Internet non référencée par les navigateurs classiques. Je pense qu'il y a une petite confusion entre le Deep Web, qui est la partie non référencée, sur les moteurs de recherche, et le Darknet, qui est effectivement une partie non accessible, avec des navigateurs standards. Ok, on passe à la suite. Yan Yuang, en fait j'ai tout dit sur Yan Yuang. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on a déjà lu? Ça, c'est celui qu'on va lire après. Ça, on va peut-être le lire à la fin si on a du temps, mais je crois pas du tout. Je vous ai spoilé. Ça, c'est Raccoon Stealer. C'est un article de CTI, donc c'est toujours intéressant les articles de CTI. On voit comment fonctionne l'infrastructure des groupes d'attaquants, donc comment fonctionne leur malware. C'est toujours très intéressant. On ne va pas le dire. Raccoon Stealer, toujours, parce qu'il a été condamné. Yan Yuang, je vais vous retrouver le truc tout de suite. Yan Yuang, ce qui est marrant, c'est que leur... Il y a que des journaux, je connais pas. Blipping Computer, voilà, une source que je connais. 10 août 2022, perdu. Donc ils ont piraté Cisco. Et ce qui est intéressant, c'est que leur chat a fuité comme Conti au moment de la guerre en Ukraine l'année dernière. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le serveur de chat de Yan Yuang et qui a fait fuiter leur chat interne. Et alors ce qui est marrant, c'est que on pensait que c'était globalement c'était un groupe potentiellement chinois. Je pense qu'aucune entreprise de sécurité sérieuse ne s'est juste basée sur le nom. Mais on a découvert que ils étaient tous russes. Donc en tout cas russophones.
Donc ça c'est toujours assez marrant. Dans le même genre, les langues parlées par les groupes d'attaquants. Opérateur, on va regarder, il est là. Un petit rapport par un groupe IB sur un groupe d'attaquants qui s'appelle Opérateur. Ce qui est intéressant... On voit rien. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est un groupe qui s'appelait aussi Desktop Group, ça a été confirmé par une autre boîte, je sais plus laquelle, mais en tout cas, donc il y a Group IB et une autre boîte qui ont fait de la recherche là-dessus. Et en fait, c'est un groupe qui cible des banques pour faire des virements frauduleux, des accès à Swift. Swift, c'est le réseau international d'échanges bancaires. Ils sont là depuis 2016. Leur plus vieux, c'était helpdesksecurity.org, ce qui est un super nom de domaine, pour faire des attaques très simples de phishing, tout ça. Ils ont beaucoup ciblé la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina Faso, Cameroun, Bangladesh, Gabon, Nigeria, Niger, Paraguay, Sénégal, Sierra Leone, Ouganda, Togo, Argentine. Ils visent des banques, des services de banque mobile, ce qui est très courant en Afrique, et des compagnies de télécom. Ils parlent français, ils parlent mal anglais et ils parlent mal russe. Et ils font surtout du spear phishing, mais ils sont capables de faire des trucs assez sophistiqués. Dans leur arsenal, ils n'ont pas tout le personnel, ils utilisent beaucoup de malware un peu sur l'étagère, des rats comme WSH Rat, Venom, Agent Tesla, tout ça c'est des choses qui sont assez connues. Il y a des choses qui sont très utilisées même pour les pentests. Toute cette ligne-là, la Metasploit, Cobalt Strike, Mimikatz, Powersploit, Bloodhound, tout ça c'est très utilisé. Ce sont les outils d'attaque. Ça veut dire que, et là aussi, Tools in Use, Ngrok, PS Exec, ça veut dire qu'ils sont assez sophistiqués, qu'ils connaissent le métier, qu'ils sont capables de pivoter dans des réseaux d'entreprises, éventuellement d'échapper à la détection, et donc de faire pas mal de choses assez spécifiques. Voilà, je passe à la suite, il est 9h. On parle rapidement des petites attaques par supply chain sur Pipi. Donc Pipi, ce qui est un Pipey, j'aurais dire, c'est pas terrible en français. Pipey est un gestionnaire de package sur Python. Si vous l'avez forcément utilisé si vous avez déjà fait du Python, il suffit de faire pip, install, machin. C'est le gestionnaire Pipey. Et ce que nous dit cette entreprise, Philom, c'est qu'il y a une douzaine de packages qui ont été vérolés. Et en gros, comment faisait ce truc-là? C'est qu'ils ont glissé, en fait, une clause import en début du code. Voilà, vous voyez là, import, etc., import, compile, import. Et en fait, cette ligne-là, là qu'on voit, attendez, est-ce qu'on la voit mieux? Déjà, on va se lire ça comme ça. Voilà. Ce que nous dit cet article, c'est que cette ligne-là, on voit rien. Cette ligne-là, là. Bah ça, par exemple, ça fait que ça importe des trucs d'autres packages. C'est obfusqué, c'est-à-dire que ça cherche à échapper à la détection. Et l'URL du package est codé en base 64. L'URL ou le contenu. Et quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, et ben on trouve ce genre de choses. Vous avez un truc comme ça. Attendez, c'est le même initp. Ouais. Vous importez ce petit paquet, du coup, ce code Python. On voit rien. On voit rien, d'accord? Mais en fait, si vous agrandissez votre fenêtre, vous voyez qu'il y a une ligne de code ici qui est cachée avec juste des espaces. C'est hyper mignon comme technique d'obfuscation. Je trouve ça génial.
Vous voyez le code qui est là. Vous avez votre code ici, et en fait, tout à droite, vous avez ici la partie qui importe le truc obfusqué. C'est assez marrant. Et évidemment, ça, c'est un truc malveillant. Voilà. Voilà les listes des packages, TypeString, TypeUtil, DuoNet, FatNoob, plein de choses qui ont l'air très intéressantes. Voilà. Ah ouais, il y en a pas un quand même. Voilà. Voilà. Ah ouais, donc ils sont allés assez loin dans l'analyse du Python obfusqué, et donc ils trouvent des trucs comme ça. On revient un peu au lolcat dont Wadji nous parlait. Hein. Bon. De quoi on voulait parler? OpenSSL. Netlify, on va pas en parler, c'est une vulnérabilité dans un truc de template Next.js assez courant, mais qui permet de faire une XSS, donc c'est une attaque qui permet de récupérer des identifiants de session. OpenSSL. On avait parlé la semaine dernière de OpenSSL. On avait dit que c'était potentiellement un truc super important. Donc ça allait être potentiellement une apocalypse un peu à la Heartbleed, qui fait que on peut prendre n'importe quelle communication chiffrée et la pirater, potentiellement arriver à de l'exécution de code. Sachant que tous les serveurs Linux à peu près utilisent OpenSSL. Et en fait, c'est pas utilisé juste pour les communications entre vous et un site web. C'est utilisé pour plein de choses. C'est utilisé pour SSH. C'est utilisé pour chiffrer les trucs à l'intérieur du fonctionnement des serveurs. Et donc, c'est une vulnérabilité qui est très impactante. En fait, c'était pas si important que ça. Je vais la faire rapidement. En fait, visiblement, le code était assez complexe pour exploiter la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, on va regarder le patch ensemble parce que c'est quand même très marrant. Hop. Voilà le commit. Let's go. Voilà. Voici toute la... Là, il y a un commit. Vous voyez qu'il y a buffer overflow, machin. Vous voyez la taille de la description du commit. Vous voyez ce que ça fait. Non, attendez, mais je présente pas mon écran. N'importe quoi ce matin. N'importe quoi. C'était bien la peine de faire la pub. Voilà, alors voilà la taille de la description du commit. Tout ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans le commit. Qu'est-ce qui se passe. Et en fait, si on regarde... si on regarde exactement le commit qui change, qui corrige la vulnérabilité, il est où? Non, c'est pas ça. Si on regarde précisément ce commit, Fast change, voilà. J'utilise beaucoup GitHub. Tout ça, ça n'a rien à voir. Voici, messieurs, dames, ce qui a été changé. Voici la fameuse vulnérabilité OpenSSL. Non. Je raconte n'importe quoi. J'ai cru que c'était ça, mais non. Attendez. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est ça? Non, mais je raconte n'importe quoi, moi.
N'importe quoi. Vous pouvez me dire si je raconte n'importe quoi. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Vous allez voir pourquoi je tape ce égal. On va partir sur Twitter. Let's go. OpenSSL. Patch. Hop. C'est beaucoup plus marrant de te voir galérer. Est-ce que l'info vient juste de Matisse? On n'a pas retrouvé ça. Ok, cette info... il faut que je fact-check. Il faut que je fact-check. J'espérais que ça vienne de plus de sources que le bon Matisse Hamel. Loin de moi de douter de la véracité, de l'exactitude de ces informations, mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc on a Matisse. Je sais pas si vous connaissez Matisse Hamel. Au personnage haut en couleur de la cybersécurité française qui était déjà venu sur ce live, qui nous dit que le patch c'est juste rajouter un égal et qu'en fait ça peut faire potentiellement un buffer overflow et que la correction, on s'est tous écharpés sur cette vulnérabilité, il nous dit que la correction c'est un seul caractère. Alors, je doute un petit peu de ce qu'il nous dit, quand même. Parce que là, on voit le commit. On voit que le commit est beaucoup plus gros. Donc ça, c'est normal, ça, c'est des métadonnées. Mais en fait, là, on voit que le commit est plus gros que ça. Bon, bah, je voulais vous montrer un truc marrant. Mais en fait, je suis pas sûr de mon information, donc je préfère ne rien dire. Pour pas vous partager une news qui peut être potentiellement erronée, mais ça aurait été marrant, parce que ce serait un correctif d'un seul caractère. Voilà. Il faut juste que je prenne un peu le temps de creuser un peu ça. Vous voyez là, il y a une autre CVE. Les gens doutent un peu aussi. Mais donc c'est très difficilement exploitable, tout le monde est d'accord. Guillaume aussi a dû passer la même chose. Donc Guillaume Massier qui fait aussi de la vulgarisation, n'hésitez pas à aller le voir. Ok, bon bah écoutez, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que le patch est sorti. Faites la mise à jour si vous êtes affecté. Ça affecte les versions d'OpenSSL 3.0 jusqu'à la nouvelle version qui est la 3.7. Et OpenSSL c'est partout, donc c'est potentiellement très impactant. Potentiellement vous pouvez faire une RCE, c'est-à-dire l'exécution de code, c'est-à-dire complètement pirater votre machine. Dans la pratique ça m'a l'air très compliqué à exploiter. On a fini le tour des actus. Ça nous a pris un peu de temps, on a fini le tour des actus. Ce que je vous propose, c'est de faire soit la méditation maintenant, soit les petits focus. Je vous propose 3 focus cette semaine. On va se donner 20 minutes encore. Hein. J'ai dit que, en fait, vu le nombre d'actualités, on prenait 1h30.
si vous avez vu les messages sur Twitter, Twitter, LinkedIn et Facebook. Dans les petites news, la loterie des ransomware, d'habitude je mets une petite... la dernière fois j'avais une petite roue qui tournait, mais en fait là c'est pas très drôle. Bougez pas. Hop. Il n'y a plus de batterie. On va laisser ma caméra se charger un petit peu. La loterie des ransomware. C'est pas très drôle cette semaine. C'est le land de Munich, de la Bavière, qui s'est fait pirater. Et donc c'est 75 écoles au total, dont 55 à Munich. Il y a aussi un hôpital central en Pologne qui a été piraté par les ransomware, comme quoi ça n'arrive pas qu'à nous, les hôpitaux qui se font pirater. La question que j'aimerais vous poser cette semaine, et qu'on va se poser chaque semaine, c'est est-ce qu'il y a eu des échanges de crypto-monnaies qui ont été piratés cette semaine? Et la réponse est, roulement de tambour, oui. Il y a eu Deribit, l'exchange Deribit, qui a été piraté pour 28 millions de dollars, et l'échange Skyward pour 3 millions de dollars. Voilà. Donc oui, cette semaine, il y a eu des exchanges crypto qui ont été piratés. Et ben on se retrouve la semaine prochaine pour savoir si on a eu la semaine prochaine. Voilà. Les mêmes de la semaine, on les a vus. Est-ce que vous voulez faire une méditation maintenant ou on fait un petit focus? Je vous propose 3 focus. Dites-moi ce que vous avez envie de voir. L'OWASP a sorti un top 10. Donc l'OWASP top 10, c'est les 10 vulnérabilités, ou les 10 catégories de vulnérabilités. C'est très intéressant. C'est pas très intéressant d'un point de vue d'un attaquant, d'un point de vue d'un pentester. C'est très intéressant d'un point de vue d'un développeur, de se dire à quoi il faut que je pense. Et ils ont fait top 10 des vulnérabilités pour des déploiements automatiques, des environnements de cloud, de conteneurs, etc. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, on a l'ENISA, qui est l'agence de la cybersécurité européenne, qui a... Enfin, une des agences, parce qu'il y a le CERT EU aussi, qui a publié son rapport annuel, on peut en parler. Et enfin, on peut parler du tool OpenSSL, je sais plus quoi, OpenSSL Tools, qui permet de regarder si on est vulnérable ou pas à la vulnérabilité. Voilà, dites-moi ce qui vous intéresse, sachant qu'on peut aussi faire notre petite méditation. Et si vous êtes indécis, moi je vous propose de regarder l'ENISA d'abord, et après l'OWASP Top 10. Après on a beaucoup parlé d'attaques, donc je sais pas si... Ça fait peut-être beaucoup de CTI. Peu importe. Ok, ça roule. Bon bah, on est parti pour l'ENISA. Le rapport de l'ENISA est... Ça on n'en a pas parlé. On peut pas parler de tout, c'est normal. Ça c'est l'histoire des trucs à Munich. Ça c'est CourpIB. Ça c'est le truc en Russie, ça c'est l'OWASP Top 10, je le garde ici parce que je me perds un peu dans tous mes onglets. Salut Flo. Il est où l'ENISA? ENISA, bon, c'est pas grave, on est reparti. ENISA... Il est là, en accès libre. C'est une agence européenne, hein, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de secrets. On va parler de l'ENISA. Ce qui est intéressant à retenir... Voilà, vous avez le lien ici.
voilà le résumé. Ce qui est intéressant, c'est que on a vu des conséquences de la guerre en Ukraine. Il y a eu beaucoup de changements dans les groupes d'attaquants, beaucoup d'attaques de activistes, dans un sens comme dans l'autre, je pense. Euh, Peu d'attaques vers des cibles civiles de la part des États eux-mêmes, plutôt des attaques vers les cibles militaires. Ces attaques étaient conduites de concert avec les actions militaires physiques et mobilisation par des groupes d'attaquants, des volontaires, des choses comme ça. La géopolitique a toujours un impact important sur les opérations cyber. Beaucoup d'attaques destructrices, style ransomware déguisé. D'autres choses, beaucoup de désinformation dans le cadre du conflit en Ukraine. D'autres choses, beaucoup de zero day, d'exploits de zero day, je crois qu'il y en a eu 66. Beaucoup de DDoS. Dans le cadre de la guerre. Beaucoup de phishing. DDoS est de plus en plus large et de plus en plus complexe. Beaucoup de réseaux d'IoT et de petits objets connectés. C'est la même chose. Donc voilà, quelque chose qu'on savait un peu. Beaucoup de nouvelles menaces. Nouvelles menaces, ça c'est intéressant. Pegasus. Pegasus, c'était nouveau. Pegasus, c'est... on a une entreprise qui vend des logiciels d'espionnage de téléphone. Quelque chose de complètement nouveau. Comment on s'organise en tant que communauté internationale pour réagir? Grosse question. Consent phishing, donc beaucoup d'attaques qui vont... Voilà, d'attaques par du phishing. Beaucoup de data de vol de données, du machine learning, des deepfakes. Ouais, donc c'est cyber assez large, hein, c'est pas que protection de l'informatique. Moi, ce que j'ai retenu, je vous ai préparé hein, la matinale. Ce que j'ai retenu, c'est que, en termes de chiffres, c'est qu'ils disent aussi sur les ransomware, 60% des victimes payent, 10 teraoctets de données volées par mois, dans le cadre des attaques par ransomware. Beaucoup de DDoS. Donc DDoS, c'est le blocage des sites en utilisant beaucoup d'ordinateurs différents qui sont piratés. Et puis beaucoup de supply chain, 17% des intrusions en 2021, alors qu'en 2020 c'était que 1%. Et je pense que ça confirme vraiment l'évolution qu'on voit. Là on m'a demandé de faire un peu un retour sur les grands événements cyber de 2022. Et en fait ce que je vois c'est qu'il y avait d'abord Log4Shell et beaucoup d'attaques par la supply chain. Typiquement on a parlé des attaques via le gestionnaire Pipey. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ces deux trucs, ces deux attaques elles posent la même question. C'est comment on sécurise toutes les petites briques qui forment notre informatique. Il y a souvent des petites briques qui sont open source, et en fait tout le monde en a besoin, et c'est très important qu'elles soient open source, typiquement tout ce qui est cryptographie. Et donc comment on va sécuriser ces briques-là, parce que par définition, il n'y a personne qui est payé pour les gérer. Je m'embête à regarder la caméra, mais en fait vous ne me voyez pas. Ok, il est 20, on peut passer rapidement sur le OWASP Top 10, ce que je vous propose c'est juste avant de faire la petite méditation cyber. Laissez-moi me resservir un peu de thé encore parce que j'ai plus de voix là. Vous avez tous les bruits grâce à mon super micro. On est parti pour la méditation ? Alors.
Pour faire ça. Alors. Alors, vous allez fermer les yeux. Essayez de le faire discrètement si vous êtes déjà sur votre lieu de travail. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez détendre tous vos muscles. Surtout les muscles du visage. Notamment les muscles des yeux. Vous allez imaginer que vous allez chercher l'énergie dont vous allez avoir besoin cette semaine. Vous passez dans tous les endroits qui vous donnent de l'énergie. Vous pouvez penser aux lieux qui vous font du bien, voilà, qui vous donnent de l'énergie. Et vous êtes à la recherche de cette énergie. Et cette énergie, vous l'avez lieu par lieu, petit bout par petit bout. Un peu comme une résolution DNS en fait. C'est un peu la même chose. Comme si vous cherchiez l'adresse de votre énergie. Énergie.méditation.matinale.pourinfo.tech. Alors d'abord, vous allez sur le serveur DNS de .tech, serveur de plus haut niveau. Puis il vous indique où est pour info. Puis vous interrogez le serveur DNS qui héberge pour info.tech. Il vous dit où est matinal.pourinfo.tech. Et peut-être que matinal.pourinfo.tech c'est une grande entreprise avec beaucoup de serveurs et donc ils ont un serveur DNS aussi. Donc vous allez là aussi. Et à chaque étape, vous gagnez un peu d'énergie et un peu de détente. Voilà, donc vous allez jusqu'au serveur DNS de matinal.pourinfo.tech. Et puis il vous donne l'adresse du serveur DNS. Et donc vous êtes toujours en train de chercher. Mais à chaque fois, vous gagnez plus d'énergie. Donc vous allez jusqu'à méditation.matinal.pourinfo.tech. Il y a un dernier... Et ce serveur DNS, il vous indique l'adresse IP qui vous intéresse. L'adresse de énergie.méditation.matinal.pourinfo.tech. Et donc vous allez jusqu'à ce serveur-là. Vous connectez à cette adresse-là et là vous trouvez un espace vide et en même temps effervescent. Et en même temps éthéré. Avec plein d'énergie sous forme liquide. Et sous forme d'air. Et donc vous vous abreuvez de toute cette énergie. Et ça vous donne plein d'énergie pour bien débuter votre semaine. Voilà. Et alors là, vous sentez l'énergie en vous et vous pouvez ouvrir les yeux et tomber nez à nez avec votre patron qui se demande pourquoi vous étiez en train de pioncer au boulot. Voilà. C'était la petite méditation. C'était un peu fort. Je vais rallumer ma caméra pour la fin de cette émission. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Hop. 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 Et voici.
Voilà, merci à tous d'être passés. On va s'arrêter là. Hein. On a 4 minutes d'avance sur l'horaire auquel je voulais terminer. Mais on va s'arrêter là. Il est 9h26. Je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine. On a eu quelques personnes sur YouTube. On a eu pas mal de personnes. Merci pour ton follow, Flo. Et puis merci aussi pour il y a 2 semaines, quand on s'est croisés. Je vais vous laisser tous avec votre semaine. J'espère que vous aurez une excellente cyber-semaine. Prenez soin de vous. Utilisez toute l'énergie que vous avez eue grâce à votre résolution DNS ce matin. Et je vais rendre l'antenne. Et vous souhaiter une excellente semaine. Ah, on voit plus. C'est con, j'ai mis la caméra. Voilà, là vous me voyez. Bonne semaine à vous tous. Prenez soin de vous. Et bonne semaine. Ayez plein d'énergie. Salut tout le monde. Et je ne lance pas de raid pour Twitch, parce que je pense que ce n'est pas hyper cohérent sur le matinal. Bonne semaine à vous tous.